Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette webconférence qui est organisée dans le cadre des Journées du développement durable SOMFI. Merci à tous de nous avoir rejoints. Le thème de notre webconférence aujourd'hui, comment on va vivre dans les bâtiments dans les années qui viennent, dans un environnement où le climat va mettre sous pression le parc bâti de façon très significative. Et le bâtiment est à la fois essentiel dans la vie quotidienne, pour les lieux de vie comme pour les lieux de travail. Et en même temps, il va avoir des challenges à relever. Et on va, avec nos invités, parcourir quelque part ces enjeux, le cycle de vie d'équipement, les matériaux, les nouveaux enjeux du bâtiment, et notamment celui de la sobriété, qui devient un enjeu, non seulement dans le bâtiment, dans tous les métiers, dans tout ce qu'on fait, mais notamment dans le nôtre. Pour cette webconférence, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Périssin-Faber, qui est déléguée générale d'Ignes. Merci Anne-Sophie. Bonjour Bruno. Bonjour. J'accueille aussi Bruno Cadudal, qui est président de l'UFME, le syndicat des industriels des menuiseries extérieures, et qui est aussi président d'Atlantem. Merci Bruno. Merci Bruno, bonjour. Bonjour. J'accueille Philippe Geoffroy, qui est directeur de la performance environnementale chez SOMFI. Merci Philippe. Merci, bonjour. Bonjour. Et enfin, j'accueille aussi Guillaume Varobiev, qui est directeur général de Reparstore et qui n'est pas avec nous ici à Paris, qui est à Montpellier à distance. Bonjour Guillaume. Bonjour Bruno, bonjour tout le monde. On va introduire le sujet tout de suite avec quelques mots d'abord sur le contexte. La concentration de gaz à effet de serre et notamment de CO2 dans l'atmosphère va croissante depuis plusieurs décennies et continue de progresser. Les scientifiques ont commencé à alerter il y a 35 ans avec la création du GIEC sur les impacts du changement climatique. Et très honnêtement, tout autant que nous sommes, nous avons un peu fait la sourde oreille tant que ça ne faisait pas mal. Nous commençons à entrer dans une situation où ça commence à faire mal, assez sérieusement. Et si on suit l'actualité, on a vu les dernières publications de Copernicus, l'agence climat européenne, qui relève des températures océaniques et atmosphériques qui vont crescendo depuis 3 ans à un rythme encore beaucoup plus rapide que toutes les années passées et probablement plus rapide que ce que les scientifiques avaient anticipé. Donc on peut dire que la machine climatique est en train de s'emballer et que la trajectoire, elle est, pour les décennies qui viennent, elle est déjà écrite. Et d'ailleurs, le gouvernement français a lancé depuis quelques mois une initiative pour commencer à nous préparer à l'adaptation à ce nouveau contexte. Et dans ce nouveau contexte, les lieux où nous vivons, les lieux où nous travaillons, les lieux où nous passons la moitié ou plus de notre vie vont être challengés très très fort. Et donc on a des nouveaux enjeux qui s'ouvrent à nous et de nouvelles façons de faire, façons de construire, de rénover. Et c'est tout ça, tout ce cycle de vie du bâtiment qu'on va parcourir. Et on va commencer avec toi, Anne-Sophie. Est-ce que tu pourrais nous dire, pour introduire le sujet, quelle va être concrètement, un peu de façon chiffrée, la nouvelle réalité climatique du bâtiment, notamment dans la période d'été qui va en gros de juin à septembre ou de mai à octobre selon les zones géographiques? Alors comme tu l'évoquais, on connaît les grandes tendances qui vont s'imposer à nous. Par contre, on a finalement encore très peu de connaissances sur l'impact que ça va avoir sur les bâtiments et le parc bâti. Donc c'est pour ça qu'Ignes a pris l'initiative, avec ses adhérents, dont SOMFI bien sûr, de faire une étude pour comprendre quels étaient les enjeux sur le parc français et tout simplement combien de bâtiments allaient être impactés. 2 chiffres, 9,4 millions de logements aujourd'hui impactés par des vagues de chaleur de plus de 20 jours. 2030, donc dans moins de 5, donc à peu près 5 ans, on sera à 21 millions de logements, c'est-à-dire 2 logements sur 3. Qui seront exposés à plus de 20 jours de canicule par an. Et donc ça, c'est un enjeu majeur. On connaît tous les temps du bâtiment. On ne fait pas de l'adaptation en 5 ans sur 21 millions de logements. Donc il y a vraiment urgence à agir, urgence à se mobiliser, mais aussi urgence à bien faire et pas à faire des travaux finalement qu'on appellerait de la maladaptation avec finalement la solution de clim portative, vite fait, bien fait, qui va venir renchérir nos problématiques d'îlots de chaleur et renchérir nos problématiques de gaz à effet de serre. Donc le sujet, c'est de faire les bons gestes de cette adaptation au confort d'été et bien évidemment les solutions que porte SOMFI sur tout ce qui va être automatisation des protections mobiles sont ce qu'on appelle pour nous des solutions sans regret, c'est-à-dire utiles quel que soit le cas de figure. Quel que soit l'environnement. Et donc comment on peut accélérer ce processus d'adaptation du parc? Comment on peut donner de l'élan à toute la filière pour qu'on se mette en marche plus rapidement qu'habituellement?
Alors moi, je pense qu'il y a 3 grands leviers sur lesquels on appuie auprès des pouvoirs publics. Le premier levier, c'est effectivement la sensibilisation, c'est-à-dire faire comprendre à tout à chacun, comme on a compris que pour la performance énergétique, il faut isoler, il faut comprendre que pour la performance sur le confort d'été, il y a des gestes à faire, et notamment les protections mobiles. Donc des campagnes nationales de sensibilisation sont clés et que les acteurs pourront derrière relayer. Ensuite, il faut informer. Là-dessus, on a eu une avancée qui était assez intéressante, qui est dans le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE qu'on connaît tous. Aujourd'hui, il y a un indicateur confort d'été qui existe, qui est encore insuffisant techniquement à améliorer, mais qui apporte une information à chacun et qu'on va pouvoir utiliser comme socle de connaissances pour qu'on puisse bien comprendre où est son logement par rapport au confort d'été et aussi sur les quelques prescriptions de travaux à faire. Et puis le troisième sujet, ça va être effectivement ce qui est à la main des pouvoirs publics principalement, donc soit le volet aide avec les incitations, soit le volet, je dirais, réglementation. Et là-dessus, on peut se féliciter, je pense collectivement, de l'introduction, par exemple, dans MaPrimeRénov', parcours accompagné des protections solaires. Ce n'était pas le cas hier. On travaille aussi en filière pour créer des fiches C2E sur ces sujets pour qu'on puisse là aussi utiliser cet instrument pour aider, je dirais, au bouclage des modèles des projets économiques. Et puis, on a surtout aussi cette réglementation RE 2020 pour les bâtiments neufs qui, elle, traite bien du sujet puisqu'il y a des indicateurs dédiés sur ce sujet et qui incitent beaucoup, en fait, effectivement, au confort d'été. D'accord. Cette réglementation, elle est aussi en même temps en fait, sur les enjeux carbone, parce qu'il faut traiter les sujets tout en ayant effectivement toujours ce deuxième pilier finalement du changement climatique, qui va être les enjeux effectivement de réduction de nos gaz à effet de serre. Oui, parce qu'il y a cette nécessaire adaptation, il y a les solutions et l'énergie qui va être utilisée ou comment on optimise toute la consommation et le besoin d'énergie, ou comment on est le plus sobre possible en énergie dans tout ce cycle. Et il y a aussi la part de carbone qui est injectée dans le bâtiment. En gros, le bâtiment dans le monde, on dit, c'est près de 40% des gaz à effet de serre. Et dans ces 40%, il y en a à peu près 25 à 30 qui sont dans les énergies et la consommation dans le cycle de vie, mais une partie est déjà injectée dès l'origine dans les produits qui sont fabriqués et les matériaux utilisés pour équiper. Donc là aussi, il y a une nécessité de mettre un peu ce sujet sous pression pour réduire cet impact. Tout à fait, l'enjeu effectivement autour de l'impact environnemental des produits, il va être extrêmement majeur. On a des défis de toujours s'améliorer sur ces sujets. On a des réglementations européennes qui arrivent, qui vont nous y aider aussi sur ces sujets, ou des programmes comme PEP et Eco-Passeport qui sont aussi clés pour démontrer et justifier des déclarations environnementales. Quelque part, le PEP, le profil environnemental produit, l'Eco-Passeport, c'est un peu la fiche d'identité, c'est un peu le rapport biométrique du produit sur quel est son impact. Tout à fait. Très bien. Merci Anne-Sophie. Et ce sujet de la conception des produits et de leur impact intrinsèque, c'est-à-dire la part de carbone et de matière qu'ils ont supposé, qu'ils ont intégré et quelque part qu'ils emmènent avec eux dans tout leur cycle de vie, ça nous amène à l'éco-conception. Et je voudrais, avec toi Philippe, ouvrir un peu le sujet de l'éco-conception chez Somfy. Comment, chez Somfy, on a donné une réalité et comment on a entamé le chemin de l'éco-conception. Où est-ce qu'on en est à ce stade ? Alors l'éco-conception chez Somfy, c'est une démarche qui a déjà 10 ans, puisqu'on a créé cette démarche Hack for Green, avec un certain nombre de critères qui demandent à nos collègues dans le développement de réduire l'impact, par définition, l'impact environnemental des produits dès le départ, parce que c'est là qu'on finalement on peut réduire au maximum et qu'on peut sauver le maximum de choses en évitant d'utiliser. Et donc ça, on a déjà une démarche bien en route. Et puis on a également l'éco-conception, ça passe aussi par la mesure. Finalement. Et donc, on a deux éléments, le bilan carbone de l'entreprise et puis les analyses de cycle de vie. Et qu'est-ce que ça nous montre déjà dans le bilan? C'est que les produits, c'est énorme, c'est-à-dire c'est 90%, même un peu plus de 90% de notre impact. Donc, quand Somfy, dans son bilan, compte 1 tonne de carbone, il y a 900 kilos qui sont portés par le produit. Qui sont portés par le produit. Et si on regarde un peu plus en détail, c'est 60% qui proviennent de la consommation électrique des produits sur toute leur durée de vie et 30% sur la matière qui les constitue, les composants que l'on peut acheter. Bon, déjà, premièrement, on s'est engagé à réduire de 50% par produit notre impact environnemental. Donc, ça, c'est un point à horizon 2030 comparé à 2019. Donc nous sommes en route, c'est déjà quelque chose qu'on a bien démarré.
On fera ça en réduisant de 40% la consommation électrique des produits, et puis ensuite, par l'éco-conception, tous les composants, tout ce qu'on peut, nous, mais aussi avec nos partenaires fournisseurs, pour essayer de réduire au maximum cet impact matière. Le tout, comme Anne-Sophie le précisait, sera validé par sanctionné entre guillemets au sens témoignage par des PEP qu'on utilise obligatoirement dans la démarche Act4Green. Ça a l'avantage d'avoir des règles de calcul qui sont claires et puis acceptées par tous, publiques. C'est validé par tierce partie. On a le LCIE qui vient vérifier à chaque fois, qui met le tampon en fait sur l'impact environnemental de nos produits. Et puis c'est pour nos clients quelque chose de sûr dont ils peuvent se servir pour quand il y a un nouveau bâtiment répondre à la RE 2020. C'est aussi utile dans le cadre de LEED aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Et par ailleurs, on a décidé de l'afficher sur nos sites marchands, donc, puisque tout produit Act4Green est identifié par un petit logo et on affiche la masse carbone de nos produits. Donc le PEP, le profil environnemental produit, c'est une forme de fiche d'identité environnementale des produits, qui est pratiqué chez Somfy et plus largement dans notre industrie. Mais Philippe, est-ce que tu pourrais nous donner quelques illustrations concrètes de ce que nous faisons et des résultats que nous obtenons et quelques perspectives éventuellement sur l'éco-conception chez Somfy? Oui, tout à fait. Dans la démarche, ce qu'on demande concrètement, il y a quatre piliers. Le premier, c'est la baisse de la consommation électrique. On l'a vu, c'est un paramètre important. Le deuxième, c'est la durabilité. Le troisième, c'est la sobriété des conceptions. Et enfin, les écomatériaux. Donc si je reviens un peu par point, la consommation, on travaille beaucoup sur la consommation en veille des produits. Aujourd'hui, on a déjà plusieurs produits de grande série qui sont inférieurs à 0,4 watts pour des moteurs tubulaires, 0,5 watts pour des moteurs d'accès. On commence à les sortir. Sur l'aspect durabilité, on pourrait décomposer en deux. La longévité des produits. On a des produits qui durent 15 à 20 ans, ils sont garantis 5-7 ans. On a encore du travail à faire sur les batteries, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a déjà une bonne longévité. Et puis la réparabilité, qui est quelque chose qu'on a déjà sur les produits d'accès et sur lesquels on est en train de travailler pour nous améliorer au niveau des tubulaires. Ensuite, si on peut prendre la sobriété de conception et les écomatériaux ensemble, puisque finalement c'est les mêmes outils, on a mis en place des outils simplifiés d'éco-conception que chaque concepteur peut utiliser et même doit utiliser pour mesurer l'impact de chacune de ces conceptions à la source et évidemment prendre la plus vertueuse. Voilà. J'en profite pour les remercier des efforts déjà faits et malheureusement de leur signaler que, voilà, comme tu l'as dit, il y a encore beaucoup d'enjeux et donc il faut qu'on continue à éco-concevoir. C'est vraiment l'affaire de tous et c'est très important. Oui, c'est pas malheureux, c'est heureux. C'est des efforts heureux. Exactement. Très bien. Merci Philippe. Bruno, tu présides l'Union des fabricants de menuiserie extérieure en France, des industriels de la menuiserie. Est-ce que tu pourrais nous dire où se situe la filière des fabricants de fenêtres, de l'industrie de la fenêtre en France, sur ces enjeux d'éco-conception, d'utilisation des matériaux? Une fenêtre, ça porte beaucoup de matière, d'aluminium, de PVC, de vitrage. Où en est la filière de la menuiserie? Alors la filière de menuiserie a depuis longtemps pris acte que son activité avait un impact sur le climat. Pendant longtemps, on a travaillé sur la régulation thermique et on était très content de faire rentrer les apports lumineux solaires pendant l'hiver. Et puis le climat a changé et on s'est dit que cet avantage qu'on a pendant l'hiver peut devenir un inconvénient pendant l'été. Ça, c'est un des premiers sujets. Donc, tout ce qui est protection solaire, évidemment, on acte pour ça et on est ravis que les gouvernements et le pouvoir public aient pris ça en compte de plus en plus. Dans le cadre du syndicat, dès 2019, on a regroupé 146 industriels, aujourd'hui du recyclage, de fabricants de menuiserie, mais aussi des rénovateurs poseurs. Donc, c'est toute la filière qui se mobilise? Exactement, la filière FERVAM, le F pour filière. Donc, d'engagement, parce qu'il y a une charte et un engagement de bonnes dispositions, revalorisation et recyclage des menuiseries en fin de vie. Quelques chiffres, le marché de la menuiserie en France, fenêtres, 10 millions de fenêtres par an. Ça, c'est la volumétrie de fenêtres moyenne installées en France tous les ans. Moyenne, voilà. Les bonnes années, on monte à 11 et les années un peu moins bonnes, on descend à 9, mais globalement, 10 millions sur ce marché mature. 70%, à minimum, sont destinés à la rénovation-réhabilitation. Donc, dans 7 cas sur 10, on va remplacer une menuiserie et l'artisan, l'équipe de chantier, revient à l'entrepôt avec une menuiserie en fin de vie qui, jusqu'à présent, était mise dans une benne et partait en DIB
En 2 mots, c'était enfoui. DIB, déchets Déchets banaux, déchets industriels banaux, non dangereux. Voilà. considérés comme sans valeur jusqu'ici, historiquement. Exactement, sans valeur. Comme beaucoup Et d'autres toute une industries. industrie fonctionnait autour de ça et ça allait globalement bien tout le monde. La prise de conscience de la sobriété, du manque de matières premières ou le fait qu'on ait peut-être surexploité la planète, le sable, qui est le deuxième produit le plus consommé, qui rentre dans la fabrication des vitrages, avec une raréfaction importante et donc demain l'impossibilité d'aller chercher les quantités qu'on vient prendre aujourd'hui. Et à côté de ça, tous les vitrages des vieilles fenêtres qui sont enfouis. Et on sait récupérer ce vitrage-là, on sait le purifier et le remettre en tête des flottes pour refaire du vitrage plat. Donc la filière s'est mobilisée à déterminer de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de faire que vous êtes en train de déployer. Exactement. Alors plus concrètement, Medrec, une société qu'on a créée avec Fenetrea, Rio Glass et un logisticien du recyclage. Dans l'ouest de la France, on a mis à disposition de nos clients rénovateurs des bennes à disposition des chantiers, des agrès pour récupérer ces menuiseries en fin de vie. On les récupère sur un site de démantèlement et on sépare les matériaux, le bois, le PVC, l'aluminium et le vitrage, l'ensemble étant destiné au recyclage et à réincorporation dans les matières premières avec nos fournisseurs. D'accord. Donc aujourd'hui, sur les 7 millions de fenêtres qui sont déposées, de menuiseries qui sont déposées dans ces chantiers de rénovation, quelle proportion est recyclée? Alors encore faible, avec Fervam, on a enregistré l'année dernière à peu près 225 000 menuiseries récupérées. Medrec, de son côté, on est à peu près à 40 000. Bon, on n'a pas avec ça l'exclusivité, mais je dirais qu'il y a peut-être 10 à 15% des menuiseries fin de vie qui sont récupérées. Donc il y a encore un bon bout de chemin à faire. Donc il y a énormément encore à faire et la filière est en train de se mobiliser. Voilà. Et puis l'appui de la REP PMCB va nous aider aussi avec les obligations qui sont données aux metteurs sur le marché. C'est-à-dire que dorénavant, les industriels sont aussi sous le projecteur de la réglementation quant à leur responsabilité en fin de vie, dans leur contribution au recyclage. Oui, bien sûr. Parce que les industriels ne peuvent pas, d'un côté, demander à leurs fournisseurs d'aluminium de mettre de matières premières recyclées, à leurs fournisseurs de vitrage d'incorporer du calcin, et à leurs fournisseurs de PVC, de là aussi de mettre de la MPR, sans être un acteur, parce que ce sont eux qui sont à la source de la récupération de ces matières-là. Donc si on veut être exigeant vis-à-vis de nos fournisseurs, il faut leur donner la possibilité de la matière. Et déjà se mettre cette exigence à nous-mêmes. Et est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'a fait Atlantem dans leurs dernières évolutions d'offres, dans leurs derniers projets, dans les dernières menuiseries qui ont été créées quelle place le recyclage ou l'optimisation des matériaux a eu dans ce projet? Alors dès 2016, Atlantem a présenté au Mondial des bâtiments une menuiserie qu'on a appelée AMX, qui mixe l'ensemble des matériaux, l'aluminium, le bois et le PVC. Donc c'est une menuiserie multimatériaux? Multimatériaux, parce que chacun des matériaux a des propriétés qui lui sont fortes. Voilà. Mais chaque matériau a aussi un certain nombre de propriétés qui sont moins performantes. L'aluminium est un conducteur, donc il faut mettre, par exemple, une barrette pour la performance thermique. Le PVC, il est souple, donc il faut le renforcer avec du métal pour lui donner la rigidité. Et quand on combine l'ensemble de ces matériaux, on est capable de faire une menuiserie aujourd'hui qui est sobre et qui prend le meilleur du matériau au meilleur endroit. Et dans les matériaux principaux, l'aluminium, le PVC, ou le verre, on est capable d'employer des matériaux recyclés. Un exemple, sur la partie PVC du dormant, il y a quasiment 80% du PVC qui est recyclé. Qui est du PVC recyclé. Il y a juste une pellicule vierge à l'extérieur pour les contraintes du CSTB par rapport aux normes sur les anti-UV. D'accord. Merci Bruno. Donc l'objectif de la filière menuiserie, c'est que demain étant le plus tôt possible, la majorité ou la totalité des menuiseries repartent dans un circuit de recyclage et qu'on ait une boucle vertueuse. Objectif, récupérer les 7 millions de fenêtres qui étaient enfouies il y a quelques années. Formidable. Ça, c'est de la sobriété efficace. Merci Bruno pour ce témoignage. Donc on voit que, on a vu avec Anne-Sophie à quel point l'impact climatique sur le bâtiment va être un enjeu important. On voit que les industriels se mobilisent pour concevoir différemment, de façon plus sobre, faire des produits qui durent plus longtemps, qui sont optimisés dans les matériaux, qui utilisent plus de matériaux recyclés, comment aussi les filières industrielles se mobilisent pour aller capter la matière première déjà dans les bâtiments. Le chantier qui se déroule juste à côté de nous, qui est fait par Bouygues Île-de-France, ils sont en train de vider le bâtiment de son contenu et j'imagine une grande partie, ou demain la totalité de ce matériau va aller dans des filières de recyclage.
C'est ça le sens de l'histoire, et c'est probablement pas de continuer éternellement à aller exploiter les ressources de la planète qui touchent à leurs limites. Et ce qui est intéressant dans cette discussion, qu'on parcourt le cycle de vie du bâtiment finalement, c'est de voir qu'à chaque étape, on a des enjeux et qu'on peut être beaucoup plus vertueux. Je voudrais donner la parole à Guillaume Varobiev. Guillaume n'est pas avec nous, il est à Montpellier puisqu'il ne pouvait pas nous rejoindre à Paris aujourd'hui. Mais Guillaume, est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que tu es avec nous? Je suis là. Formidable. Merci Guillaume de nous rejoindre. Est-ce que tu pourrais nous parler de Reparstore qui a été créé il y a environ 15 ans et de comment vous avez été inspiré pour créer ce métier? Quelle était votre vision et finalement, qu'est-ce que c'est Reparstore comme réalité aujourd'hui? Eh bien oui, tu le disais Bruno, la nouvelle donne aujourd'hui, c'est de réparer pour faire durer, pour prolonger la vie des produits. Et on l'a vu émerger dans différents domaines d'activité, notamment la téléphonie ou encore l'électroménager. Et dans le bâtiment, ça s'est assez peu vu, ça s'est fait au fil de l'eau parce que ce sont des métiers techniques qu'il faut organiser. Et c'est la vision qu'on avait il y a 15 ans quand on a créé Reparstore. Pourquoi remplacer les volets roulants et les stores alors qu'on peut les réparer et prolonger la vie de ces produits? Alors, il y a 15 ans, on entendait assez peu parler de réparabilité. Fort heureusement, les mentalités ont beaucoup évolué et aujourd'hui, la réparabilité est devenue un incontournable pour les clients, pour les consommateurs qui sont de plus en plus sensibles. Aujourd'hui, les clients préféreront toujours préalablement au remplacement de leurs produits une solution de réparation. C'est d'abord plus économique pour eux et également plus vertueux. Et c'est ce qu'on fait chez Reparstore, puisque dans 7 cas sur 10, on répare au lieu de remplacer. On contribue donc à la durabilité du parc de volets roulants et de stores existants. Et c'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique, hein, produire mieux, entretenir, réparer. Et donc Reparstore, en quelques chiffres, c'est 300 agences franchisées sur le territoire français, 430 véhicules, environ 180 collaborateurs. Et ces 3 valeurs avec ses partenaires, les 3 E, l'éthique pour la création d'entreprise et le partage de la passion entreprendre, l'équité pour la franchise collaborative et participative et l'esthétique pour l'homogénéité du concept sur tout le territoire et du service. Et donc Reparstore, c'est en gros, j'ai en tête 200 000 interventions de réparation. Alors à 90% des cas, c'est des réparations. C'est ça, c'est pour donner une idée un peu de la volumétrie que ça représente sur le territoire français? Reparstore réalise aujourd'hui environ effectivement 200 000 interventions par an. Et nous travaillons depuis 15 ans avec à peu près 1 million de clients. Le marché est colossal, hein, c'est 75 millions de volets roulants installés, 20 millions de produits en plus si on rajoute le store et la porte de garage. Donc marché de niche colossal, estimé à plus d'1 milliard d'euros annuellement pour la réparation et la modernisation de ces volets roulants et de ces stores. Et c'est un marché, à noter, dont personne ne voulait et qui est vertueux. Est-ce que tu pourrais, Guillaume, en dire un peu plus sur le modèle que vous avez construit autour de ce concept Reparstore, qui est le modèle de la franchise, et surtout aussi, parce qu'on a tendance toujours à mettre les choses dans des tiroirs, à catégoriser les sujets, mais en fait, dans le développement durable, en fait, tout se tient. Et ce que je trouve aussi intéressant d'explorer avec toi, c'est comment, chez Reparstore, vous avez inscrit la dimension humaine de ce métier, le développement de ces entrepreneurs qui, à vos côtés, avec vous, se développent ou créent leur projet entrepreneurial. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus des valeurs et de la dimension humaine du projet? Tout à fait. Dans le E, dans les 3 E, il y a le E de éthique. Et ça, c'est la création d'entreprise, le partage de la passion d'entreprendre. Et effectivement, on donne accès à la création d'entreprise à des personnes qui se reconvertissent. Et ça, c'est de la RSE, puisque 95% de nos partenaires franchisés qui exercent aujourd'hui ce métier de réparabilité n'exerçaient pas de métier dans le monde du bâtiment, n'avaient donc aucune expérience et aucun diplôme. La franchise sert justement à former à ce métier-là et à transmettre un savoir-faire et donc à exercer ce nouveau métier. Donc c'est aussi ça la RSE, c'est certes la sobriété énergétique, mais c'est aussi l'impact social, c'est-à-dire la reconversion professionnelle, les 600 emplois qu'on a créés au total,
l'épanouissement des collaborateurs et des franchisés. Et donc, c'est intéressant de constater comment un métier de niche qui était inexploité eh bien, est un métier qui d'abord va permettre de se reconvertir, va permettre d'être vertueux et puis va également permettre de la création d'emplois. Et donc chaque franchisé ou chaque salarié de franchisé qui vous rejoint parcourt cette étape de formation initiale et puis des formations dans le temps pour continuer le développement. Exactement, formation initiale via laquelle on transmet le savoir-faire et ils suivent tous la même formation pour que on ait le même service auprès du client final. J'insiste sur ce mot service puisque certes, on répare des volets roulants et on modernise des volets roulants des stores, mais on propose d'abord un service à nos clients. On fait un métier de service et c'est ce que souhaitent aujourd'hui les clients, c'est de la réparabilité mais associée à un service. Est-ce que tu pourrais nous donner, Guillaume, ta vision un peu des perspectives, si on se projette à 3-5 ans, quel chemin tu vois pour ce métier et pour Reparstore? Alors, je le disais, il y a 430 véhicules sur le territoire français, mais on sait qu'en France, on peut doubler ce nombre sans problème. On est loin d'avoir épuisé encore le potentiel de ce marché que je disais colossal. Donc, on va continuer à mailler le territoire en nombre de véhicules en France. On va aussi s'intéresser à l'international, notamment d'abord à l'Europe, parce qu'il y a le même besoin de faire réparer ces volets roulants stores pour les clients et il n'y a pas d'entreprise qui adresse ce service. D'autant plus que le parc est encore, le taux d'équipement est encore plus important en termes de volets roulants et de stop. Et puis, nous allons continuer à diversifier notre activité, à ajouter des activités complémentaires à nos activités premières. On a commencé par le volet roulant, puis le store extérieur, store intérieur, brise-soleil orientable, volet roulant de fenêtre de toit, porte de garage enroulable et cette année, porte de garage sectionnelle. Bref, on peut décliner ce service-là à toutes les ouvertures et fermetures de l'habitat. Les clients en ont besoin. Il y a donc encore beaucoup à faire dans le bâtiment. Il y a de belles perspectives. Tu le disais, Bruno, l'empreinte carbone du bâtiment est importante. Le cycle de vie des bâtiments est important. Donc, il y a énormément à faire en s'occupant de l'existant. Merci Guillaume, très clair. Merci de ton témoignage qui montre à quel point c'est tout le cycle du bâtiment, tout le cycle de vie du bâtiment qui est traversé par les transformations, les changements en cours. Merci à tous pour vos témoignages. Donc on arrive un peu à un moment de conclusion de cette conférence, de cet échange. On voit, si on fait une hypersynthèse, les émissions de carbone continuent de monter, la prise de conscience bouge, les mentalités évoluent, les comportements changent, mais on n'est qu'au début du chantier. On est au début d'une nouvelle époque qui est en train de se construire et on est en train de changer les modèles de construction, de vie dans les bâtiments. Il va falloir adapter beaucoup plus vite. On voit que le changement climatique est très rapide. Donc, c'est à la fois un enjeu intimidant, un enjeu qui met tout le monde un peu sous pression, mais c'est aussi pour nous tous une formidable mobilisation. C'est de nouvelles énergies, de nouveaux métiers, de nouvelles opportunités pour changer la façon de construire, d'entretenir les bâtiments, de fabriquer les produits, les recycler. Enfin, c'est extrêmement... On est en train d'inventer une nouvelle page. C'est passionnant. Avant de vous laisser, j'aimerais vous redonner à chacun de vous, Guillaume, Anne-Sophie, Bruno, Philippe. On va commencer par Anne-Sophie. Quelque part, un peu le mot de la fin. Si vous deviez passer un message à ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, qui nous ont rejoints aujourd'hui, un message, un mot sur lequel vous voudriez appuyer. Alors mon mot de la fin, moi, ça va être ensemble, fédérons justement l'énergie humaine pour réussir à agir en faveur d'une sobriété joyeuse. C'est très important ce que tu viens de dire, et d'autant plus qu'on voit que c'était intéressant aussi dans le témoignage de Bruno. On voit que quand il s'agit de faire différemment, on ne peut pas faire seul. Et que la puissance d'une filière pour se mobiliser sur un sujet fait que les choses s'accélèrent. Merci Anne-Sophie. Merci bien. Bruno? Je vais rebondir sur ce qu'a dit Anne-Sophie. Sobriété parce qu'on voit bien qu'on ne peut plus continuer à puiser les ressources sur la planète, qui nous amène à l'éco-conception et pour y réaliser, recyclage. Récupérons toutes nos mesures en fin de vie, tous les matériaux de construction en fin de vie. Merci Bruno. 3 mots-clés. Merci bien. Philippe? Pour moi, le mot-clé, c'est éco-conception, bien sûr. Il faut que tout le monde se l'approprie, la pratique tous les jours.
Et puis, c'est plus une option pour notre planète. L'éco-conception devient Une un seconde absolu nature. à faire absolument, Voilà. c'est plus un choix. C'est exactement. Merci. Guillaume, je ne sais pas si tu nous entends toujours bien à Montpellier, est-ce que tu aurais un mot de la fin, un message particulier que tu voudrais pour pour clôturer cette discussion? Sur le thème de cette conférence, je dirais qu'on commence par l'éco-conception avec Somfy, qui fabrique des produits responsables. Et puis, on termine par la réparation avec Reparstore. Donc, on propose un service complet et responsable à nos clients. Très bien. Donc plus on répare, plus ça dure longtemps, moins on utilise de matériaux. Boucler la boucle quelque part. Exactement. Très bien. Merci à tous. Merci pour votre participation. Et un message pour chacun d'entre nous. Préparer un monde vivable pour nos enfants, c'est notre enjeu à tous, non seulement dans les bâtiments, non seulement dans notre métier, mais dans notre vie quotidienne. On a tous une vie privée. On peut aussi être plus sobre dans nos vies privées, dans nos gestes du quotidien. Et donc, la sobriété, c'est chaque jour, dans chacun de nos gestes, il y a un impact carbone, il y a des matières, il y a du mieux à aller chercher. Donc, on doit tous se mobiliser pour ce nouvel enjeu. Merci.